20 des plus beaux temples d'Égypte furent menacés par des inondations, 51 pays décidèrent de les sauver en organisant l'un des plus ambitieux déménagements de l'histoire. Déplacer les temples vieux de 3000 ans sur ce site inscrit au patrimoine mondial va repousser les limites de l'homme et de la technique. Le temple est immense. Imaginez, il est encore plus grand que le mont Rushmore aux États-Unis. Aujourd'hui, une équipe de convoyeurs va nous montrer les gigantesques efforts requis pour sauver Ramsès. Cette équipe va affronter les mêmes dangers et difficultés que ceux qui osent entreprendre les déménagements de l'extrême. Les temples colossaux d'Abou Simbel dominent les rives du Nil dans le sud de l'Égypte. Ils ont été construits par le puissant pharaon Ramsès II, dont le règne dura 67 ans. Ces architectes et ingénieurs avaient attribué un pouvoir spécial au grand temple. Ils ont en effet soigneusement orienté l'entrée sacrée pour que 2 fois par an les rayons du soleil pénètrent profondément dans le sanctuaire pour illuminer le visage des divinités. Depuis plus de 3000 ans, chaque année, des milliers de visiteurs sont attirés par un spectacle extraordinaire qui se produit aux 2 mêmes dates, le 22 février et le 22 octobre. Mais dans les années 1960, on a craint que ce phénomène des rayons du soleil ne disparaisse à tout jamais. Abou Simbel était menacé par l'élément géologique qui avait permis à l'ancien royaume de prospérer, le fleuve du Nil. Sans le Nil, l'Égypte ne serait pas l'Égypte. Ce serait un désert. Si les Égyptiens vous disent que le Nil est une artère vitale, c'est absolument vrai, car il n'existe aucune autre source d'eau excepté ce fleuve. Le gouvernement égyptien devait contenir la force du Nil en construisant le haut barrage d'Assouan. La massive structure de presque 4 km de large allait créer un réservoir s'étalant sur 500 km et produisant suffisamment d'électricité pour alimenter la moitié de l'Égypte. La construction du barrage était très utile pour l'Égypte et pour les Égyptiens, pour les terres agricoles, pour l'électricité et l'énergie. Mais il y avait aussi un aspect négatif. Le lac de retenue allait inonder les sites de plus de 20 monuments de l'Égypte antique. Les plus grands et les plus importants étant ceux d'Abou Simbel. Il s'agit là d'un temple immense. Imaginez la taille du mont Rushmore. Mais aux États-Unis, il n'y a que des statues. Ici, c'est tout un ensemble de constructions. Ramsès II avait fait ériger ce temple comme un avertissement. On devrait y réfléchir à 2 fois avant d'attaquer les frontières égyptiennes, que ce soit par les déserts à l'est et à l'ouest, ou par le sud. L'imposante façade du temple principal d'Abou Simbel, haute de 33 mètres, cache au-delà de son entrée une série de cavités et de salles profondément creusées dans la montagne. Des statues et des colonnes ornent chaque couloir, et des hiéroglyphes recouvrent tous les murs. Le sol s'élève vers la plus importante chambre du temple, le sanctuaire intérieur avec la statue de Ramsès assis aux côtés de 3 dieux puissants. Au bout de ce long couloir étroit, 2 fois par an, les rayons du soleil inondent de lumière 3 des statues, tandis que la 4e, le dieu des enfers, reste dans l'obscurité totale. Préserver ce spectacle extraordinaire serait le plus grand défi pour les ingénieurs. Mais un autre problème était bien plus urgent. À moins d'agir immédiatement, le temple serait condamné à l'oubli sous l'eau. Le gouvernement égyptien adresse une demande urgente aux Nations Unies pour l'aider à sauver les temples.
En mars 1960, un appel émouvant à la solidarité internationale est lancé pendant une cérémonie spéciale à l'UNESCO. Des monuments d'une importance universelle ont droit à une protection universelle. Comme vous pouvez l'imaginer, quand le projet a été lancé dans le monde entier, cela a alimenté l'imagination d'ingénieurs, d'architectes et parfois même d'imposteurs, qui voulaient que leur nom soit associé au projet. De nombreuses idées ont alors été proposées. Des experts de 51 nations ont collaboré pour élaborer le meilleur moyen de sauver les temples. La montagne d'Abou Simbel offrait le défi le plus ambitieux. Une des idées consistait à inonder Abou Simbel et à construire un immense aquarium et un dôme autour du site. Des pompes à l'intérieur des murs filtreraient les eaux boueuses du Nil pour maintenir la visibilité sous l'eau. Des plateformes d'observation permettraient aux visiteurs de se pencher pour voir le monument submergé. Et pour une meilleure vue, des ascenseurs transporteraient les visiteurs sous l'eau. Ce plan comportait un problème majeur. En effet, les temples avaient été creusés dans le grès qui est très poreux. Avec le temps, l'eau aurait érodé la pierre, provoquant l'écroulement des temples. Petit à petit, les ingénieurs comprirent que la seule façon de les sauver serait de les déplacer. Ils avaient calculé qu'après l'inondation provoquée par le barrage, le niveau de l'eau monterait de 60 mètres. Pour assurer la sécurité des temples, il fallait les soulever d'au moins 65 mètres et les déplacer de 200 mètres à l'intérieur des terres. Le problème semblait presque insoluble. Pour déplacer Abou Simbel, la grande difficulté était une énorme falaise au-dessus du temple, qui s'enfonçait de 60 mètres dans la roche. Essayer de bouger le tout d'un seul bloc aurait été un réel défi. Une autre option consistait à hisser les temples d'un seul bloc sur leur nouveau site. Les équipes couperaient tout autour du monument pour le libérer de la montagne. Elles placeraient ensuite 650 criques hydrauliques sous la structure qui, ensemble, soulèveraient doucement les 250 000 tonnes, 1 mm à la fois. Les criques seraient tendues au maximum, puis remplacées par des piliers qui formeraient une plateforme sous la structure. Après avoir replacé les criques, ils auraient soulevé le temple au niveau suivant, et ainsi de suite. Il aurait fallu répéter cette procédure 200 fois. Le risque était énorme. On n'avait encore jamais déplacé un édifice aussi lourd. Si des criques ou des piliers lâchaient, le résultat serait catastrophique. Cela aurait été extrêmement compliqué de déplacer le temple d'un seul bloc. Il s'agissait de soulever 250 000 tonnes. Je suis sûr qu'en 1964, ça aurait été révolutionnaire. Il y avait un autre moyen. On pouvait profiter de la montée des eaux pour enfermer le monument sur une immense péniche en béton. Puis, tandis que le niveau monterait, le temple flotterait en lieu sûr. L'idée était ingénieuse, mais il faudrait plus de 6 ans pour que les eaux soulèvent ce lourd chargement sur son nouveau site. Et c'était très risqué. En cas de tempête, les temples seraient endommagés. Les ingénieurs comprirent qu'Abou Simbel était tout simplement trop lourd pour être transporté d'un seul bloc. La seule solution pratique était aussi la moins attirante, couper les temples en petits segments pour les transporter. Cette idée horrifiait les archéologues. Il est très difficile d'accepter qu'on découpe un monument. Mais il fallait accepter le positif avec le négatif. C'était la solution la plus sûre. On savait avec certitude que rien ne serait perdu. Tout serait à l'abri du danger des eaux. Le temple serait sur la terre ferme. Début 1964, une équipe internationale de 2000 ingénieurs et entrepreneurs suédois, italiens, français, allemands et égyptiens entame la gigantesque mission de démonter Abou Simbel. Sur le site d'Abou Simbel, les têtes de Ramsès II sont les blocs les plus lourds et les plus précieux de ce sauvetage.
Pesant chacune 30 tonnes, elles sont sculptées sur 20 mètres de hauteur, à même la montagne. Les convoyeurs de l'extrême ont demandé à des tailleurs de pierres égyptiens de créer une réplique. Mais le plus grand bloc de grès qu'ils aient trouvé ne pèse que 10 tonnes, soit le tiers du poids d'une seule tête. Utilisant cette copie, notre équipe va démontrer comment on a sauvé les temples de Ramsès. À sa tête, les convoyeurs Jerry Matiko et son fils Gabe. Ils ont plus l'habitude de déplacer des maisons de style colonial que des têtes de pharaon. Bonjour le Caire. Alors, il est où ce truc? Oh, regarde! C'est incroyable! On dirait que la tête sort d'une taupinière. Elle sort de terre. C'est drôle. Et fou. Une superbe pièce. Vous êtes le sculpteur? Enchanté. C'est un plaisir, beau travail. Vous travaillez avec des marteaux-piqueurs? Ou un ciseau. Vous avez tout fait à la main? Un marteau et un ciseau. Juste le ciseau? Oui. Pas un ciseau à air comprimé. Non, un simple ciseau. C'est fou. C'est génial. L'ingénieur Richard Swift, spécialiste de la sauvegarde de monuments historiques, les rejoint. Qu'en pensez-vous? Vous observez l'ensemble depuis si longtemps? On pourrait perdre l'oreille si on coupe à l'arrière. Ouais. Le dernier membre de l'équipe est le tailleur de pierre anglais Johnny Anderson, dont le travail consiste à restaurer des cathédrales. 1, 2, 3, 4, sur les 4 coins. C'est peut-être une copie, mais l'équipe va la traiter comme une pièce d'origine. C'est vraiment du grès. Et le type l'a vraiment sculpté. On est en Égypte et ils sont égyptiens, ce sont des conditions réelles. Nos convoyeurs modernes vont démontrer les 3 étapes cruciales du sauvetage. Le découpage, le levage et l'assemblage, en utilisant les mêmes outils et techniques que les ingénieurs des années 1960. On coupe à la perpendiculaire, puis à l'horizontale au niveau des épaules. Il faudra creuser pour atteindre les épaules. Dans les années 60, les ingénieurs ont compris qu'ils ne pouvaient pas sectionner Abou Simbel en segments de même taille, car le résultat sur la façade aurait ressemblé à un échiquier. Des coupes au niveau du nez ou des yeux auraient laissé des cicatrices irréparables. Ils ont soigneusement choisi chaque découpage pour faire le moins de dégâts possible. Mais il n'y avait pas que la façade. Creusés dans la montagne, les chambres, les colonnes, les plafonds et les murs aux hiéroglyphes devaient eux aussi être scindés. Plus de 5000 découpes seront nécessaires pour séparer le temple de la montagne en 1042 blocs transportables. Le temple d'Abou Simbel avait été sculpté dans la montagne. C'était une structure tout à fait naturelle. Les ingénieurs et entrepreneurs devaient donc trouver une solution pour également déplacer toute la montagne entourant le temple. Dans moins de 6 mois, la crue du Nil allait lécher les pieds de Ramsès. Pour gagner un peu de temps, les ingénieurs avaient construit une barrière temporaire, un bâtard d'eau, pour retenir l'eau. Ce rempart ne leur octroyait que 13 mois de plus avant que les eaux ne passent par-dessus la crête. Je les imaginais en train de travailler et je voyais un tsunami se diriger sur eux. Ils avaient bien sûr construit le bâtard d'eau, mais combien de temps tiendrait-il avant de s'écrouler sous l'eau? Allait-il pouvoir résister à la montée des eaux et à sa pression? Pendant la durée des travaux, toutes les équipes étaient soumises à un stress permanent. Il fallait terminer rapidement, car soit on sauvait le temple, soit ce serait le déluge. Avant d'atteindre les temples souterrains, les ingénieurs devaient déplacer la montagne de roches qui les recouvrait. Pour transférer 330 000 tonnes de roches, la solution la plus rapide serait bien sûr l'usage d'explosifs. Mais les ondes de choc auraient pu démolir les temples. On a donc préféré découper la montagne en tranches à l'aide de fils d'acier ou de tronçonneuses.
Il a fallu 7 mois aux 500 hommes travaillant sur le site pour déblayer le sommet de la montagne. Ils pouvaient enfin s'attaquer au temple. Pour éviter un massacre à la tronçonneuse, les têtes du pharaon ont bénéficié d'un traitement spécial avant leur lifting. On a recouvert chaque ligne de découpe avec des bandages de protection pour empêcher les rebords du grès de s'effriter lors des travaux. Aujourd'hui, notre équipe va procéder de la même façon. Mets-le jusqu'en bas. Ça te donne une idée de là où tu vas couper. Ouais. Même si ça sèche, et ça va sécher, ce sera assez rigide pour retenir la roche et l'empêcher d'être abîmé lors de la découpe. Quand tu ajouteras de l'eau, ça partira tout seul. La tête ne doit pas porter de vilaines cicatrices. Au lieu des tronçonneuses, l'équipe va utiliser de longues scies à main, comme cela avait été fait à Abou Simbel pour s'assurer que chaque coupe visible mesure moins de 8 mm d'épaisseur. Décale-toi d'un demi-centimètre. Il est crucial de choisir le bon endroit et le bon angle pour la première découpe, sinon il risque de fissurer le visage. On va essayer d'aligner cette planche avec l'autre. Cette planche va nous servir de guide. Les poignées de la scie arrivent jusqu'ici et la planche de repère est aussi large que la lame. Après les avoir alignés, on pourra commencer. Comme ceux qui ont travaillé sur le site d'Abou Simbel il y a 40 ans, cette équipe sait qu'il suffit d'un faux mouvement et la tête de Ramsès sera réduite en morceaux. Tu veux pousser vers moi? Si tu veux. Pour les temples d'Abou Simbel, la longueur totale de toutes les coupes atteignait presque 10 km. Il a fallu 9 mois d'efforts et de travail ininterrompus pour découper le temple. Le travail est plus compliqué que prévu. Notre équipe se démène pour ne pas laisser d'impact sur la tête en grès. On fait une pause? Ouais, je l'aurais bien fait plus tôt, mais j'ai préféré continuer. Au milieu de cette lame, on voit bien qu'après avoir scié très peu de temps, on a déjà perdu 3 mm sur les dents. Elles se sont aplaties et il faut déjà les affiler. Pour un découpage très net, il faut en permanence aiguiser les dents des scies. L'ampleur de l'opération à Abou Simbel était inédite. Pour Gösta Persson, à l'époque un jeune ingénieur suédois, ce sera le défi de sa vie. Il y a plus de 40 ans, Gösta était un membre important de l'équipe qui avait décidé de réussir ce fantastique exploit. C'est fascinant de retourner à Abou Simbel et de voir à quoi ça ressemble. C'est la première fois qu'il revient sur les lieux depuis 1966. C'est incroyable. Et fantastique. Vraiment. Personne ne peut imaginer ce qui s'est passé ici. Ils auraient très bien pu le construire ici dès le début. Mon Dieu que c'est beau. C'est bien. Il y a 40 ans, découper la façade de l'immense monument d'Abou Simbel n'était qu'un début. Il fallait aussi scinder toutes les salles intérieures en blocs transportables, puis les réassembler. Je vérifie si on voit des fissures au plafond. J'en ai pas encore trouvé. C'est possible qu'il n'y en ait pas. En voilà une. Elle se dirige en ligne droite jusqu'ici. Et une deuxième part en angle droit.
Tous les murs et les plafonds aux peintures magnifiques ont été minutieusement découpés à la main. C'était honnêtement plus difficile et plus délicat de déterminer le meilleur endroit où couper, pour éviter de perturber ou de déprécier toutes ces peintures de grande valeur. C'était le plus laborieux. On essayait bel et bien de bouger une montagne, mais il fallait le faire en petits morceaux. On ne pouvait pas tout déplacer d'un coup. En réalité, Abou Simbel allait être sectionné en plus de 1000 blocs séparés, chacun pesant jusqu'à 30 tonnes. Mais il fallait aussi sauver 18 autres monuments sacrés, dont le temple de Kalabcha. Construit pendant le règne de l'empereur romain Auguste, Kalabcha avait été érigé en blocs plutôt que sculpté dans la montagne. C'était l'occasion idéale pour tester les techniques requises pour déplacer et assembler Abou Simbel en toute sécurité. Mais il y avait un problème. Le temple de Kalabcha était inondé pratiquement toute l'année par les crues naturelles du Nil. Les moyens de transport classiques n'étaient pas envisageables. Il fallait trouver une autre solution. Le temple de Kalabcha a été démonté en tout premier. Il était sous l'eau 9 mois par an. Et c'est précisément en utilisant l'eau que les Allemands ont résolu le problème. Au lieu de lutter contre les inondations, les ingénieurs allemands décidèrent d'exploiter les différents niveaux du Nil. Ils ont attendu que les eaux soient au plus haut pour faire venir des péniches, puis démonter et transférer les blocs en lieu sûr 50 km plus loin. Ils ont commencé par le haut et continué couche après couche au fur et à mesure que le niveau de l'eau baissait. Déplacer 16 000 blocs en très peu de temps nécessitait un planning très serré. Mais finalement, ils ont brillamment réussi et ça a donné une grande confiance à ceux qui devaient déplacer Abou Simbel. Le défi de découper Abou Simbel en blocs s'est avéré prodigieux et compliqué. Notre équipe a été étonnée de découvrir à quel point scier le grès est difficile. Après 2 heures de travail éreintant, ils n'ont coupé que 50 cm. Il est encore tôt, mais il fait déjà chaud. Ce sera amusant après le déjeuner. La découpe est difficile. Après avoir vu les lames mises à notre disposition, Johnny et moi, on savait que cette opération ne se déroulerait pas sans problème. J'ignore combien de personnes ont travaillé sur le projet à Abou Simbel. C'est presque embarrassant. Ouais, on a vraiment honte. On se plaint de ce boulot, mais il s'agit que d'une seule découpe. Je n'en ferai pas 2. J'espère qu'on terminera aujourd'hui. Ouais, qu'il commence. Tandis que nos convoyeurs se démènent avec la reproduction de la tête de Ramsès, ils commencent à comprendre qu'il y a 40 ans, la mission des ingénieurs avait été impitoyable et exténuante. La lame est foutue. On l'a beaucoup utilisée. On voit qu'elle est très usée au milieu. On leur a donné des noms. Certaines scies marchent mieux que d'autres. Quand c'est à notre tour de scier, on veut utiliser celle qui tranche le mieux. Celle-ci s'appelle Assam. Pour découper l'équivalent de 10 km avant que le temple d'Abou Simbel ne soit inondé, le sciage était ininterrompu. 500 hommes travaillaient en roulement jour et nuit. Notre équipe aussi travaille en rotation avec un groupe de tailleurs de pierre égyptiens. Vous êtes sympa, vous. Vous aussi. Vous êtes anglais, non? Anglais, oui. Ah, il pleut beaucoup chez vous. Oui. Pleut beaucoup. Oui, beaucoup de pluie et de bière chaude. 2000 hommes de 5 pays différents et leurs familles s'étaient installés à Abou Simbel. Des villages entiers avaient été spécialement construits dans le désert environnant pour loger le nombre croissant de collaborateurs. Il y avait bientôt des maisons, des cafés et des hôtels. Cette petite communauté internationale n'avait qu'un seul et même but, sauver les temples d'Abou Simbel vieux de 3000 ans. Chacun avait son travail. Qu'il parle italien, allemand, anglais, français ou arabe, peu importe.
On arrivait toujours à leur montrer ce qu'ils devaient faire. En milieu d'après-midi et après 6 heures de sciage, notre équipe n'a coupé que la moitié du visage. Et elle doit maintenant résoudre une autre complication. On a un petit problème. De l'huile a été versée sur l'une des scies au moment de l'aiguiser. Quelqu'un pensait sûrement que c'était une bonne idée pour faciliter la découpe. Mais ça ne peut, primo, qu'endommager la pierre et l'attacher, et secondo, boucher la découpe. Pour Johnny, il faut bien évidemment nettoyer les résidus d'huile entre les oreilles de Ramsès. Il le fera avec un fil dentaire géant. On utilise cette corde qui marche assez bien. Attends une minute, Gabe. Voilà de la poussière avec l'huile. On voit à quel point c'est collant. Ce n'est pas normal quand on utilise une scie sèche sur le grès. Il les protège. Après un bon nettoyage, le découpage continue. Mais tandis que l'incision s'approfondit, l'équipe est confrontée à un nouveau souci. Elle craint que la moitié supérieure du visage ne se sépare de la tête. Il décide de la caler pour la sécuriser avant de continuer. Ça fait plus de 8 heures qu'on travaille. Les problèmes de cet après-midi à cause de l'huile et de l'aiguisement des lames nous ont ralentis. Après 12 heures de travail, l'équipe réussit enfin. Bon boulot, les gars. 500 hommes ont dû œuvrer pendant 9 mois pour terminer toutes les coupes à Abou Simbel. Leur prochain défi consistait à déplacer et assembler les temples antiques. À Abou Simbel, une équipe internationale de 2000 ingénieurs et entrepreneurs s'activait dans la course contre les eaux montantes du Nil lors du plus ambitieux déménagement d'un site historique jamais entrepris. À son tour, une équipe d'ingénieurs français s'efforçait de sauver le plus ancien monument sur la liste de sauvetage. Il s'agit du temple d'Amada, à 80 km en amont du fleuve. C'est l'un des temples les plus importants et les plus anciens. Mais il avait déjà subi une certaine détérioration. À cause des magnifiques peintures murales à l'intérieur, il était impossible de le couper en morceaux qu'on déplacerait séparément. Si l'équipe essayait de démonter ou découper ce temple, il y aurait un réel danger d'abîmer les murs. La meilleure solution consistait à trouver le moyen de déplacer le temple tel quel, d'un seul bloc. Pour consolider le temple avant son voyage, les ingénieurs ont renforcé ses coins effrités et enveloppé ses murs de gros câbles en acier. Sous le plancher du temple, ils ont ensuite glissé des poutres en acier pour soutenir les 900 tonnes du monument avant le grand levage. Lors d'une opération sans précédent, comparable aux exploits en ingénierie des anciens Égyptiens, des centaines d'hommes ont posé des rails de chemin de fer pour transporter le temple à travers ce désert vallonné. Mais au lieu d'utiliser la force des hommes pour tirer le temple, ils ont employé des criques hydrauliques pour le pousser. À cause de l'isolation du site, on ne pouvait livrer que 150 segments ferroviaires. À chaque étape, il fallait repositionner les rails en optant pour un itinéraire en zigzag qui évitait les collines et les dunes. Les anciens Égyptiens ont procédé de la même façon. Pour transporter les blocs de pierre, ils les faisaient rouler sur des troncs d'arbres qui avançaient sur un passage. Et dès qu'un tronc se libérait à l'arrière, ils le remplaçaient à l'avant. Avançant à un rythme de moins de 25 mètres par jour, ce trajet épique de 2,5 km a duré 3 mois. Amada était suffisamment petit pour être transporté d'un seul bloc.
Sur le site d'Abou Simbel, alors que le découpage en grands segments n'était pas terminé, il fallait élaborer le moyen de soulever chaque bloc sans l'abîmer. Dans la deuxième étape de sa démonstration, qui consiste à soulever le visage du pharaon, notre équipe va nous montrer comment ils ont procédé à l'époque. J'ai fait quelques croquis pour déterminer approximativement où est le centre, pour y fixer les attaches. Une technique pour soulever le visage consistait à utiliser des élingues. Mais les glisser sous un poids aussi lourd serait risqué. Et il y avait un réel danger qu'elles entaillent le visage. Les ingénieurs avaient trouvé une solution astucieuse à ce problème. Ils utiliseraient 2 barres d'ancrage en acier, tout comme on se sert de bâtonnets de cocktail pour soulever un cube de fromage. Mais ils ignoraient jusqu'où ils devaient les faire pénétrer. S'ils ne foraient pas assez en profondeur, des fissures naturelles dans la roche pourraient s'ouvrir. Avec des résultats désastreux. Après avoir percé les trous, notre équipe s'apprête à fixer les barres avec du mastic, un vrai défi dans la chaleur du désert. Le problème, quand on utilise de l'eau et du mastic, c'est que la température monte très vite. On a mis de la glace dans l'eau pour contrôler la température, comme il l'aurait fait en 1964. On ne dispose que d'un temps limité pour utiliser ce mastic avant qu'il ne se solidifie. Il fait très chaud, on est dans le désert. L'air est très sec. Grâce à la machine à pression, on aura assez de force pour enfoncer le mastic dans ces tubes, tout le long de la barre d'ancrage, pour obtenir une bonne cohésion, pour que l'adhésif fasse son travail. 6 heures plus tard, le mastic s'est solidifié. Il est temps de passer à la deuxième étape de la démonstration, celle du levage. Avant de commencer, Jerry se met d'accord avec l'opérateur de la grue sur les signaux à employer. Il faut qu'on parle le même langage. Ça veut dire monter. Ça, c'est vers le bas, par là et par là. Droit vers le haut, un peu. Attendez, c'est quoi ce geste? Ça veut dire un peu. Ah, un tout petit peu. Un tout petit peu plus haut. D'un cheveu. D'un cheveu. D'accord, et ce signe? Ça veut rien dire. Il faut toucher les cheveux. Mais j'ai pas de cheveux, moi. Avant de soulever le visage trop haut, ils doivent vérifier que les barres d'ancrage puissent supporter le poids. Ça suffit, c'est bon. Un peu plus, c'est tout. On est bon. Il en faut pas plus. Non, 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 t'es sur le coin. Ne le retire pas. Les barres semblent tenir. Mais Johnny est inquiet. Le hissage est si rapide que le visage pourrait s'écraser vers l'arrière sur la tête. On ne va pas continuer à soulever ce bloc. Il va rester où il est, c'est tout. Ils sont partis, on peut pas les arrêter. Jerry a une autre idée en tête. Il veut procéder au levage. Le 10 octobre 1965, à Abou Simbel, les ingénieurs étaient très tendus tandis qu'ils soulevaient le tout premier visage du site. Ils avaient 3000 ans d'histoire entre leurs mains. Ils ont chargé le visage de Ramsès sur un camion où il a été bien calé dans un coffrage. Cette procédure a été répétée plus de 1000 fois pour l'ensemble des blocs. Pour protéger le grès très fragile des vibrations, le camion devait avancer très lentement sur les 800 mètres le séparant de l'aire de stockage. Les blocs ont été transportés un par un, en contournant la montagne, jusqu'à ce que tout soit prêt pour le rassemblage sur le nouveau site bien au-dessus des eaux du Nil.
Sur l'aire de stockage, les blocs avaient été soigneusement catalogués et inventoriés comme les livres d'une bibliothèque. Chacun avait reçu un code d'identification permettant de savoir exactement d'où il venait et l'ordre dans lequel il fallait le réassembler. Ce système rigoureux ne laissait aucune marge d'erreur. En avril 1966, on transfère les énormes pieds du pharaon, les derniers blocs d'Abou Simbel. Les ingénieurs avaient gagné la course contre l'inondation et déplacé ce temple à temps. 4 mois plus tard, l'eau allait franchir la crête du Batardo et inonder le site. Entre-temps, les équipes devaient entreprendre leur plus ambitieuse mission: assembler chaque bloc pour que les rayons du soleil illuminent à nouveau les divinités. La course pour sauver les autres temples s'est poursuivie. Ceux de l'île de Philae, déjà envahis par les eaux, ont été les derniers à être secourus. Philae avait été le lieu de culte de la déesse Isis et la destination de pèlerinage. Désormais, il risquait de disparaître à tout jamais. Pour sauver ces temples sacrés, les ingénieurs avaient construit un batardo temporaire autour du site pour endiguer les eaux du Nil. Après avoir pompé l'eau de l'enceinte, ils avaient procédé au démontage des édifices sans se mouiller les pieds. Malheureusement, il n'était pas assez grand pour encercler tous les monuments. Certains édifices sacrés sur l'île restaient complètement submergés, y compris les portes de Dioclétien, les portails romains menant à l'île. Les sauver du lac exigeait une autre stratégie. La marine royale britannique a été appelée à la rescousse. Le capitaine de corvette Thompson. En octobre dernier, on a commencé à retirer la boue dans laquelle les portes étaient ensevelies. C'était le plus grand défi de la carrière du capitaine de corvette Ed Thompson. Aujourd'hui âgé de 75 ans, il retourne pour la première fois sur le site de ses exploits. Ah, attendez un peu. Là, ce sont les portes. C'est comme ça que je les ai vues sous l'eau. Bien sûr, à notre arrivée, presque la totalité, ou 90%, était couvert de boue, à l'exception d'un petit espace sous certaines arches. Je me suis tout d'abord demandé comment j'allais me débarrasser de toute cette boue. Ils ont brisé la boue avec un tuyau à haute pression appelé lance à air comprimé, puis l'ont aspiré à travers un conduit comme un aspirateur sous-marin. La plupart du travail devait être fait au toucher à cause de la mauvaise visibilité sous l'eau. On avait 10 yeux, 5 ici et 5 là. Ces deux-là n'étaient pas beaucoup utilisés. Sous l'eau, l'équipe de Thompson a découpé la structure en se servant uniquement de marteaux et de ciseaux. Mais comment allait-elle ensuite soulever une demi-tonne de pierre à la surface? La solution consistait à utiliser des sacs de hissage en toile. En les gonflant comme des ballons, ils flotteraient suffisamment pour soulever les blocs à la surface de l'eau. La mauvaise visibilité et les longues heures de travail rendaient cette opération dangereuse. Pendant plus de 6 mois, des grues ont soulevé un par un les 450 blocs des portes de Dioclétien et les ont transférés sur leur nouveau site. Je n'ai jamais pensé que je la verrais de nouveau debout. En arrivant, je n'étais pas sûr de la trouver la tête à l'envers. Mais elle ne l'est pas, enfin, je le crois. En janvier 1966, l'assemblage d'Abou Simbel démarrait sur son nouveau site. Mais il ne s'agissait pas seulement de réassembler le monument. L'équipe devait aussi entamer le travail encore plus stupéfiant de reconstruire la montagne autour des temples. Le volume de la maçonnerie qu'il fallait étaler sur la dalle recouvrant le toit du temple totalisait environ 300 000 mètres cubes. Un volume incroyable et en très peu de temps. Aménager sur le nouveau site toute une montagne autour des temples représentait un défi unique.
La solution la plus simple aurait été d'empiler des pierres au-dessus des temples, mais au risque de les écraser. Les ingénieurs devaient reproduire à l'identique les propriétés scientifiques de la montagne originelle qui avait agi comme une voûte supportant le poids des pierres et évitant qu'elles ne pèsent sur l'ancien temple. La solution consistait à construire un énorme dôme en béton au-dessus du temple. Il était si grand que pour l'ériger, il a fallu utiliser 300 énormes sections de béton armé. Le dôme supporterait tout le poids des débris de pierre, protégeant ainsi les temples en dessous. La façade de la falaise serait reconstruite bloc par bloc, pour donner l'impression que le temple et ses environs n'avaient jamais été déplacés. Mais il subsistait deux énormes obstacles. Pouvait-il orienter le grand temple avec autant de précision que les anciens Égyptiens afin que le soleil illumine les dieux à l'intérieur? Et les statues géantes de Ramsès II pouvaient-elles être réassemblées pour à nouveau garder l'entrée des temples? Notre équipe qui tente de déplacer la copie de la tête de Ramsès a atteint la dernière étape de sa démonstration. T'es prêt, Georges? Ils ont tranché et hissé le visage. Ils doivent maintenant affronter le même défi que les ingénieurs dans les années 60 quand ils ont réassemblé le grand temple d'Abou Simbel. Il leur fallait un moyen infaillible pour fixer le visage sur la tête, sinon ils tomberaient 20 mètres plus bas. Utiliser du béton semblait évident, mais les ingénieurs craignaient que l'adhérence ne soit trop faible pour un poids aussi important. Ramsès encourait le réel danger de se casser la figure. Ils ont alors trouvé une solution ingénieuse. En utilisant des barres d'acier, ils ont attaché un contrepoids en forme de L à l'arrière du visage. La clé de béton doit servir de lien entre le visage en grès et la façade en pierre. Il va de soi qu'on ne peut pas forer des attaches à travers le visage pour le sécuriser, sinon on détruirait une pièce archéologique. La clé de béton armé est fixée dans le grès, grâce aux barres d'attache que l'on peut voir ici. Après avoir bien calé le contrepoids dans le crâne, il serait impossible de bouger le visage. Mais les calculs de notre équipe seront-ils exacts? Réussiront-ils à parfaitement réinsérer le visage de Ramsès? Notre équipe se démène pour replacer le visage de Ramsès, terminant ainsi la troisième et dernière étape du réassemblage de leur réplique. C'est une opération minutieuse et les vents du désert compliquent encore plus leur travail. Pas plus près, plus haut! Ils craignent que le contrepoids en forme de L ne cogne la tête et l'abîme. Super. Jerry, prends la corde à l'arrière. Bien, on peut descendre maintenant? Ouais, très lentement. Tu peux monter par là-bas? Attends, moi je peux lui parler, mais toi tu dois surveiller le gars à l'avant. Il faut sûrement le baisser un peu. Baisse! Et il faut lui dire. D'accord, on va le poser tout près de ce rebord. C'est bon les gars, encore 5 ou 6 cm de mon côté. T'entends? C'est très serré de mon côté. C'est bon. Ça va? Ouais. T'es à presque 4 cm de ta découpe. On la baisse. Ah, c'est bien. On a réussi, on est bon. 1, 2, 3, Ramsès. Hurrah! Le projet d'Abou Simbel a nécessité des centaines de délicates opérations du même genre. Il a fallu 19 mois éreintants pour assembler les temples. Les hommes ont ensuite procédé au maquillage de leur travail. Ils ont rempli de mortier l'équivalent de 10 km de découpe entre les blocs du temple pour cacher toutes les cicatrices de cette chirurgie. Le 31 octobre 1968, soit 4 ans et demi après le début des travaux et avec 20 mois d'avance sur le planning, le projet est enfin terminé. Comme tous l'espéraient, Abou Simbel a retrouvé sa gloire d'antan et de surcroît, il donne l'impression de n'avoir jamais été déplacé.
Ramsès II a dû se réjouir de ce projet en voyant le monde entier s'intéresser au sauvetage de son temple. Et ce n'était pas seulement pour le présent, mais pour la postérité et les milliers de touristes qui viendraient les voir. Ce n'est pas seulement le sauvetage du temple de Ramsès II qui importait, mais la mobilisation du monde entier autour de ce projet pour sauver tous ces monuments. Ils ont été très intelligents il y a 3000 ans. Ils ont tout creusé dans la roche. Mais nous avons bien travaillé aussi quand on l'a déplacé. Les ingénieurs allaient vivre un dernier moment de vérité. Ils attendaient de voir si le grand temple avait été correctement orienté pour permettre au soleil d'illuminer l'intérieur du sanctuaire chaque année aux célèbres 2 dates. Le triomphe du plus important déménagement de tous les temps ne pouvait offrir plus beau témoignage. Aujourd'hui, les rayons du soleil continuent d'illuminer le visage des 3 statues sacrées, comme ils l'ont fait pendant 3000 ans et le feront encore pendant des siècles.